On a tous en tête, je pense, ces images absolument fascinantes des milliers de lucioles qui, en pleine nuit, se mettent à clignoter tout ensemble, comme sur un signal. Oui, ou ces bancs de poissons qui ondulent, qui virent de bord à l'unisson. Exactement, ça forme une seule créature argentée. Et on se dit forcément, il y a un chef, il doit y avoir un plan quelque part, un architecte invisible qui tire les ficelles. Hmm. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, elle est aussi simple que vertigineuse. Et si cet architecte n'existait pas? Et c'est tout le paradoxe et, je trouve, toute la beauté du concept qu'on va explorer. L'auto-organisation. Hmm. L'idée, c'est que l'ordre ne vient pas forcément d'en haut, d'un plan préétabli. Il peut émerger d'en bas, à partir d'interactions très, très simples entre des individus qui n'ont aucune idée du résultat final. Ce n'est pas le chaos, c'est une autre forme d'ordre. Une forme d'ordre beaucoup plus surprenante, en fait. Tout à fait. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur une source de référence, le livre Self-Organization in Biological Systems de Scott Kamazane et ses collègues. Alors voilà notre mission. On va décortiquer cette idée qui, à première vue, semble un peu magique. Comment est-ce que des règles incroyablement simples, suivies par des agents qui ne voient pas plus loin que leurs voisins immédiats, peuvent aboutir à des structures aussi complexes, aussi coordonnées qu'une termitière? C'est ça le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. C'est ça. Bon, pour commencer, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Le livre y donne une définition assez précise de l'auto-organisation. Oui. C'est un processus où un motif global émerge uniquement à partir des interactions entre les composants du système. Ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais il y a 2 points qui sont cruciaux. Mhm. Premièrement, pas de chef, pas d'influence externe. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, chaque individu n'a que des informations locales. Il ne connaît pas le plan d'ensemble. Exactement. Et pour que ce soit bien clair, le plus efficace, c'est souvent de définir ce que ce n'est pas. Ah oui. Le livre utilise des contre-exemples très parlants. Imaginez une fanfare sur un terrain de sport qui dessine des lettres. C'est très organisé, c'est sûr, mais chaque musicien a reçu des instructions précises. Toi, tu vas à tel endroit, il y a un plan externe. C'est une organisation centralisée. Des charpentiers qui construisent une maison. Ils ont un plan d'architecte, un blueprint, chacun sait ce qu'il a à faire, mais tout est coordonné par ce plan qui représente le résultat final. Ça non plus, ce n'est pas de l'auto-organisation. D'accord. Maintenant, prenons le fameux banc de poissons. Ah oui, le banc de poissons. Là, c'est différent. Chaque poisson ne suit que quelques règles très très simples basées sur ses voisins immédiats. C'est ça. Des règles du type ne t'approche pas trop près de ton voisin de gauche, essaie de nager à la même vitesse que celui de droite et dirige-toi vers le centre moyen des voisins que tu peux voir. Le poisson, il n'a aucune idée de la forme globale du banc. Il ne sait même pas qu'il y a une forme globale. C'est ça. Et pourtant, de la somme de toutes ces actions purement locales et, disons, égoïstes, émerge ce comportement collectif incroyablement fluide. Le banc peut éviter un prédateur avec une coordination qui semble impossible sans un commandant. Ça, c'est de l'auto-organisation. La structure d'ensemble n'est le projet de personne, Elle apparaît, elle émerge. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une propriété émergente, c'est ça. La forme du banc est une propriété qui n'appartient à aucun poisson, mais qui naît de leur interaction. tout à fait. Un poisson tout seul ne peut pas faire un banc. La propriété n'existe qu'au niveau du groupe. D'accord, le concept est clair. Mais concrètement, quel est le mécanisme? Comment une simple fourmi à un poisson sait quoi faire pour que la magie opère? Quel est le moteur derrière tout ça? Alors, le moteur, il repose sur un principe fondamental. Les boucles de rétroaction, ou feedback loops en anglais. Il en existe 2 types qui fonctionnent un peu comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. D'accord. On a la rétroaction négative et la rétroaction positive. Commençons par le frein alors. La rétroaction négative. C'est celle que je connais le mieux, je crois. C'est un peu le principe du thermostat, non? C'est l'exemple parfait. Il fait trop chaud, le chauffage se coupe. Il fait trop froid, il se rallume. Ça maintient l'équilibre. C'est exactement ça. La rétroaction négative, c'est ce qui stabilise. Elle contrecarre un changement pour ramener le système à un état d'équilibre. Le livre donne des exemples biologiques très clairs. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. D'accord, le corps le fait en permanence. Quand on a chaud, on transpire pour se refroidir. Quand le taux de sucre dans le sang augmente après un repas, le pancréas libère de l'insuline pour le faire redescendre. C'est un mécanisme de régulation. Il amortit, il calme le jeu. D'accord, donc la rétroaction négative empêche les choses de déraper. Mais si ça ne fait que stabiliser, ça ne peut pas créer de nouvelles structures, de nouveaux motifs.
pour ça, il faut l'accélérateur. Exactement. Et l'accélérateur, c'est la rétroaction positive. C'est un mécanisme qui, au lieu de contrecarrer un changement, l'amplifie. C'est l'effet boule de neige. Ah oui, Plus il y a de neige qui roule, plus elle accumule de neige, plus la boule grossit vite. L'exemple démographique du livre est simple. Plus il y a d'humains, plus il y a de naissances potentielles, ce qui augmente encore la population, et ainsi de suite. mais attends, une boucle comme ça, c'est exponentiel, hein, ça devrait partir à l'infini, non? Comment est-ce que ça ne finit pas en chaos total, en une seule grosse masse informe? C'est la question clé. Et la réponse, c'est que la rétroaction positive est le moteur de la création, mais elle est aussi incroyablement sensible aux conditions initiales. Elle peut amplifier des fluctuations minuscules et purement aléatoires. Comment ça? Prenez l'exemple de l'agrégation. Imaginez une espèce d'oiseau qui aime nicher en colonie. Au départ, vous avez une grande falaise avec des milliers d'emplacements possibles, tous plus ou moins équivalents. D'accord. Au tout début, les premiers oiseaux arrivent et se posent un peu au hasard. Mais imaginons que, par pure coïncidence, 3 ou 4 nids se retrouvent un peu plus proches les uns des autres. Cette petite concentration, cet événement aléatoire, devient un signal. La règle de la rétroaction positive ici, c'est « va nicher là où il y a déjà d'autres nids ». Ce petit groupe initial va donc attirer beaucoup plus d'oiseaux que les nids isolés. Donc ce n'est pas le meilleur endroit de la falaise qui est choisi, mais simplement celui qui a eu un coup de chance au départ. C'est fou ça. Exactement. L'histoire et le hasard jouent un rôle fondamental. Cette petite fluctuation aléatoire est amplifiée jusqu'à devenir une immense colonie, alors que des centaines d'autres sites, tout aussi valables, restent complètement vides. La rétroaction positive crée une structure à partir de presque mien. Voilà. C'est là que ça devient vraiment passionnant. On a donc un accélérateur qui crée des structures en amplifiant le hasard et un frein qui stabilise. J'imagine que le secret, c'est de faire jouer les deux en même temps. C'est précisément dans cet équilibre délicat, dans cette tension entre les deux forces, que naissent les motifs les plus spectaculaires. Et le livre nous offre un cas d'école absolument magnifique. Les nids des crapets soleil. Des crapets soleil. Oui, des poissons d'eau douce nord-américains. Pendant la saison de reproduction, les mâles creusent des nids dans le sable au fond des lacs. Et ils ont tout intérêt à se regrouper. D'accord. C'est la rétroaction positive. Nichés en colonies très denses leur offre une protection collective contre les prédateurs qui voudraient manger leurs œufs. Donc, la première règle, c'est « rapproche-toi des autres ». Logique. La sécurité du groupe. Mais, en même temps, chaque mâle est farouchement territorial. Il défend son petit nid, son petit cratère de sable, avec une grande agressivité. Si un autre mâle s'approche trop près, il le chasse. Ça, c'est la rétroaction négative. Une force de répulsion. Voilà. La règle, c'est « garde tes distances ». On a donc deux règles complètement contradictoires. Viens près de moi et, en même temps, ne t'approche pas trop. Comment est-ce que ça se résout? Le résultat est stupéfiant. Le fond du lac se transforme en une mosaïque quasi parfaite de nids circulaires pressés les uns contre les autres, ce qui leur donne une forme hexagonale. Des hexagones? Comme les alvéoles d'une ruche. Mais pourquoi des hexagones? Il n'y a pas un poisson architecte qui leur dit « faites des hexagones, c'est la forme la plus efficace ». Absolument aucun. Et c'est la beauté de la chose. L'hexagone n'est le but de personne. C'est ce que le livre appelle un épiphénomène. C'est simplement la conséquence physique inévitable de la tension entre ces deux règles simples. Se serrer au maximum, mais maintenir une distance minimale. Le motif complexe n'est qu'un sous-produit accidentel. C'est ça. Ça me rappelle une image toute simple du livre, celle du château de sable. C'est exactement le même principe, non? Tout à fait. Un enfant veut faire la plus haute tour possible. Sa règle, c'est la rétroaction positive. J'ajoute du sable au point le plus haut. La tour monte, elle monte. Oui, mais à un moment, une force physique simple, la gravité, impose une rétroaction négative. Quand la pente du tas de sable atteint ce qu'on appelle l'angle de repos, Environ 34 degrés, c'est ça? oui, pour du sable sec, chaque grain de sable supplémentaire provoque une petite avalanche. Et cette avalanche ramène la pente à cet angle critique. Le système s'auto-organise. L'enfant, c'est l'amplificateur, la physique, c'est le stabilisateur. Et la forme conique du tas de sable en est l'épiphénomène. D'accord, c'est beaucoup plus clair, on a les mécanismes, les feedbacks, mais il y a un point qui me chiffonne. Pour que tout ça marche, il faut bien que l'information circule. Pour les poissons, je vois bien, ils se voient les uns les autres, l'information est directe. Mais pour des projets comme une termitière, qui peuvent durer des centaines d'années, comment ça marche? Le premier termite qui a posé une boulette est mort depuis des lustres. C'est une excellente question, et ça nous amène au mécanisme de communication le plus élégant et peut-être le plus puissant dans l'auto-organisation, la stigmergie. Stigmergie.
On dirait un sort dans un livre de fantasy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec stigma, la marque, et ergon, le travail. C'est l'idée d'une communication indirecte. Au lieu de se parler, les individus communiquent en modifiant leur environnement. Ah, Et ces modifications servent de signaux pour les actions futures des autres. En d'autres termes, c'est le travail déjà accompli qui dicte le travail à venir. c'est un peu comme un document Google partagé en fait. Personne ne se parle forcément, mais le texte que je laisse devient le point de départ pour la personne suivante. L'environnement, le document guide l'action. C'est une analogie parfaite. Et c'est la clé pour comprendre comment des milliers de termites, qui sont quasiment aveugles et n'ont aucun plan en tête, peuvent construire ces cathédrales de terre de plusieurs mètres de haut. Alors, décrivons ce processus. Au début, on a un terrain plat. Que se passe-t-il? Au début, c'est ce que les auteurs appellent la phase d'incoordination. Les termites se déplacent de manière plus ou moins aléatoire et déposent des petites boulettes de terre et de salive. D'accord, le chaos initial. Exactement. Mais par le plus pur des hasards, à un endroit, une boulette va tomber sur une autre. Cette minuscule imperfection, cette hétérogénéité de deux boulettes de haut, devient un stimulus, un signal. Et là, la rétroaction positive s'enclenche. J'imagine que la règle est simple. Si tu vois une accumulation de boulettes, ajoute la tienne. C'est exactement ça. Construire là où il y a déjà une construction. Cette petite accumulation aléatoire devient un point chaud, un pôle d'attraction. Elle est amplifiée par les termites suivants, qui viennent y ajouter leurs propres boulettes. Et petit à petit, une colonne commence à s'élever. Attends, je bloque sur un truc. Si la règle c'est juste construire là où ça construit déjà, ça devrait donner une seule grosse colonne, non? Ou un seul gros pâté. Comment cette règle unique peut-elle créer des piliers espacés régulièrement? Ça me paraît magique. C'est là qu'intervient la rétroaction négative, et elle est d'une subtilité géniale parce qu'elle est implicite. Pour construire la colonne, les termites doivent bien prendre la terre quelque part, Oui, bien sûr. et ils la prennent juste à côté de la colonne en construction. Ah, En faisant ça, ils créent une tranchée, une zone d'épuisement des ressources tout autour de la colonne. Il n'y a tout simplement plus de matériaux de construction disponibles à proximité. et donc ça inhibe naturellement la construction d'une autre colonne juste à côté. Pour qu'une nouvelle colonne démarre, il faut qu'elle soit assez loin, là où il y a encore de la terre. C'est incroyable. C'est ça. L'espacement régulier des piliers n'est pas codé dans le cerveau du termite. Il émerge de l'interaction entre la construction et l'épuisement du terrain. Précisément, la structure guide sa propre construction. Les termites ne font que réagir à la topographie locale qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est l'essence de la stigmergie. Donc, si je résume ce que j'ai retenu, des phénomènes d'une complexité ahurissante peuvent naître sans aucun superviseur. Le secret, c'est un cocktail de règles locales très simples, d'un accélérateur, la rétroaction positive, qui amplifie le hasard pour créer des structures, Mhm. et d'un frein, la rétroaction négative, qui stabilise le tout et empêche le chaos. L'ordre peut vraiment émerger du désordre. C'est une excellente synthèse. Et il y a une dernière distinction importante que la source nous invite à faire. Dans les systèmes purement physiques, comme des dunes de sable, les règles sont simplement les lois de la physique. Mais dans les systèmes biologiques, il y a une couche supplémentaire, la sélection naturelle. C'est-à-dire que les règles elles-mêmes ont été optimisées par l'évolution. Exactement. Le comportement du termite construire là où d'autres construisent n'est pas une loi physique. C'est une stratégie comportementale qui a été sélectionnée au fil de millions d'années parce qu'elle s'est avérée efficace. La nature n'a pas seulement découvert l'auto-organisation, elle l'a sculptée, elle l'a affinée. C'est une nuance cruciale. Et pour finir, je voudrais qu'on s'arrête sur une pensée assez provocatrice que le livre soulève. Les auteurs suggèrent que la complexité qu'on observe au niveau du groupe, la termitière, le banc de poissons, ne reflète pas forcément la complexité des individus. Elle pourrait plutôt refléter la complexité de l'environnement avec lequel ces individus interagissent. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question à méditer. Dans quelle mesure les structures qu'on admire tant dans la nature sont-elles le produit d'une intelligence individuelle, d'un cerveau complexe? Et dans quelle mesure sont-elles simplement la conséquence inévitable, presque mathématique, de règles très simples jouées dans un monde complexe? L'architecte, au final, n'est peut-être pas dans l'animal, mais dans les lois de l'interaction elle-même.